Diable Jump. On y est, le chapitre à l'origine de la chute d'Oden Kozuki. Sa fin approche tandis que celle de Kaido nous est apparue le temps d'une seconde. Ce chapitre avait donc une certaine intensité marquée par une absence flagrante de dialogue contrairement à ce qu'Oda a l'habitude de nous proposer. Revoyons ensemble les points clés de ce moment à la fois très étrange mais aussi très symbolique. Dès la première page, nous pouvons retrouver les geishas jouant du shamisen, sans doute celle à l'origine des notes du dernier chapitre, ainsi que la vieille ayant initié Nico Robin à cet art. Chose étonnante, malgré les 20 ans passés, cette femme ne semble pas avoir pris une seule ride. Oui, car elle les avait déjà toutes sur son visage. Elle semble être la seule à ne pas avoir vieilli, malgré les 2 décennies écoulées, qui est une chose assez étonnante. La petite vie des Kozuki, malgré le départ d'Oden et des 9 fourreaux au front, ne semble pas être plus perturbée que ça. Momonosuke étudie son livre de Kenjutsu, le formant à la voix du samouraï, tandis que Toki et Yori s'adonnent à une session beauté entre mère et fille. C'est surtout à la 2e page que l'histoire prend un tournant inattendu. Ce n'est pas Oden, comme prévu, qui va à la rencontre de Kaido, mais bien Kaido qui va à la rencontre d'Oden. L'expression choquée du samouraï et ses poings serrés témoigneront à la fois d'une surprise et d'une haine intense. Les 2 ennemis se font enfin face, d'un côté le samouraï qui s'étonne de la prévoyance du pirate, et le pirate qui déclare ouvertement qu'un espion serait bien présent dans son propre château. Les seules personnes connues vivant dans ce château sont donc Oden, les 9 fourreaux, ainsi que Toki et les enfants. Du moins ce sont les seuls qu'Oda nous a assez mis en avant. Et lors de ma première lecture, mon interrogation s'est directement portée sur Toki. Bah oui, après tout c'est la seule qu'on ne suspectait pas réellement, et les fourreaux semblaient tous aller à la mort. Pourquoi trahir leur maître, encore plus à ce moment précis? Ce sujet sera développé un peu plus loin, ce n'est pas encore réellement le moment d'en parler. Le regard tout autant déterminé les uns que les autres, retirant progressivement vêtements ou Kaza, marquant le début d'une bataille sanglante, a réellement été l'un des moments forts de ce chapitre. Comme je disais en Reaction Live, les fourreaux rouges et Oden, s'ils avaient été pirates, auraient sans doute été mon équipage préféré et de très loin. La raison du déplacement de Kaido est simple. Onigashima venant d'être fraîchement construit par Minatomo, une bataille risquerait de grandement dégrader cette résidence. On en revient à l'objectif principal de Franky de nos jours qui était d'intégrer les rangs de ce charpentier légendaire et de son équipe dans le seul but de s'emparer des plans de la demeure de Kaido. La question que je me pose est donc simplement si Minatomo a créé l'intégralité de l'île d'Onigashima, c'est-à-dire s'il en a construit le crâne ou si le squelette en est le reste d'une créature gigantesque. Je pensais naturellement au Oz, vu la ressemblance entre les 2 crânes, mais le gabarit de celui d'Onigashima dépasserait de très loin celui que nous avons pu voir sur Trailer Bark. Revenons à la bataille se déroulant contre l'empereur. Des milliers de pirates, dont Kaido, faisaient face aux 10 samouraïs venus défendre leur contrée. Une infériorité numérique flagrante qui, comme l'empereur l'explique, aurait pu largement être compensée si Oden avait mieux réfléchi. Et effectivement, j'ai beau profondément apprécier le personnage d'Oden, sans réellement de raison, il faut avouer que stratégiquement parlant, il n'est pas à la hauteur. S'il avait cherché à mener sa rébellion dès son retour sur l'île, en regroupant ses fidèles, c'est Kaido qui aurait été en infériorité, et non l'inverse. Son manque de jugeote et de réactivité lui sera donc fatal. L'ennemi n'a pas attendu pour augmenter ses forces, contrairement à Oden. Et ça, Kaido lui-même l'avoue. Yogoro le Fleuri aurait également été un élément de choix dans cette révolte d'après l'empereur. Si Oden avait fusionné ses forces au Yakuza de l'époque, la combinaison avec les samouraïs aurait été fatale pour Orochi et lui. Et ce moment met l'accent sur l'incroyable puissance que semblait détenir Yogoro à l'époque. Aujourd'hui, nous le connaissons comme un vieil homme chétif, mais à son apogée, il inspirait la crainte et le respect de tous ceux connaissant son nom. C'est d'ailleurs pour cette raison que la seule façon de l'anéantir a été de s'en prendre à sa femme, sa bien-aimée, car le personnage en lui-même n'était absolument pas à sous-estimer. Les simples mots de Kaido sur une éventuelle alliance entre Yogoro et Oden prouvent à quel point le Yakuza avait une influence colossale qui aurait été déterminante dans le destin de Wano Kuni. Ce qui fait donc parfaitement écho à ce que nous disait Shinobu sur le fait que si Yogoro était encore en vie, alors sa seule voix sera en mesure de ramener tous les samouraïs de leur côté. Aujourd'hui, ce même homme étant bel et bien en vie, a pris la place de Riley en tant que mentor, en enseignant à Luffy la forme avancée du haki de l'armement, le Ryuo. Ainsi, c'est en partie grâce à lui que Luffy obtiendra la puissance suffisante pour libérer Wano de l'empereur, et sa simple présence galvanisera les troupes au moment de la grande bataille. Oden aurait à l'époque eu toutes ses chances de l'emporter sur Yonko à ce moment précis, il a préféré préserver un maximum de vie en faisant le pitre pendant 5 longues années, plutôt que réagir immédiatement avec les autres victimes d'Orochi. Et ça, il aurait pu l'éviter s'il avait tenu sa réputation de l'époque. Effectivement, ses voyages avec Roger et Newgate, et même ses découvertes sur Laftel, ont réveillé en lui la tendresse dont parle Kaido qui est retrouvable chez ces 2 pirates d'exception. Peut-être que ce changement n'a donc pas été si bénéfique, si Oden avait perduré sur sa voie de sauvagerie, alors il n'aurait pas attendu pour affronter l'empereur. Mais après leur rencontre, on peut dire qu'Oden, Roger et Newgate se sont bien trouvés. Tous les 3 font partie de ces forces brutes de la nature que rien ni personne n'arrête, mais qui, derrière leur cancer, avaient un cœur qui pouvait être à la fois une qualité comme un défaut. En tout cas, contrairement aux pirates comme Kaido, ces 3-là étaient de véritables enfants de cœur en termes de cruauté, et ça nous l'est clairement confirmé plus tard.
La première ruée d'Oden contre les pirates de Kaido commence, et bien qu'on puisse les confondre au premier abord, ils n'ont pas encore consommé de smile. Je dis ça car c'est ce que j'ai cru au début, car leur physique bestial est exactement le même qu'aujourd'hui, mais les smiles n'existaient pas à cette époque, puisqu'il a fallu attendre la coopération entre César Clone et Doflamingo. Donc si jamais quelqu'un a eu le doute, nous avons simplement là le design du premier équipage de Kaido pré-ellipse, qui se retrouve littéralement surmené par la puissance d'Oden. D'un autre côté, le daimyo Yasui se présentera auprès de Toki, accompagné de 4 de ses samouraïs pour la protéger, elle et ses enfants, après une demande d'Oden. Et là vient un premier moment de doute, car Yasui explique que dans le cas où Oden échoue, alors elle devra se préparer car tout en serait fini de Wano Kuni. Et je dois dire que le doute que j'avais eu un peu plus tôt m'est réapparu. Sa réaction montra une légèreté d'esprit et un sourire en coin, mais une fois de plus laissé penser qu'elle serait à l'origine de la trahison d'Oden. Pourquoi une telle réaction vu l'ampleur de l'événement? Pourquoi ne pas montrer une Toki inquiète, tracassée? Elle semblait peut-être distraite par les enfantillages de Momonosuke Iori, et c'est peut-être sûrement le cas même, mais avec une histoire de traite dans l'esprit, il est compliqué de ne pas soupçonner un peu tout le monde, tout en prenant des pincettes naturellement. Après, quel intérêt? Toki a fait 2 enfants avec Oden, a travaillé avec le peuple, et voit son fils menacé par Kaido et Orochi. Pourquoi trahir toute cette fondation? Malgré tout, j'ai un petit doute qui restera dans un coin de ma tête jusqu'à la révélation de l'identité du traître. Après tout, qui peut certifier aujourd'hui même que Toki est morte? Contrairement à Oden, personne ne semble avoir vu son corps. Bref, je me prononce peu sur le sujet tant les pistes sont vastes, en tout cas le traître est sous nos yeux et ça ne fait plus aucun doute. Le combat continue. Alors qu'Oden était dans la ligne de mire d'un pirate de Kaido à la façon de Luffy en arrivant sur Wano Kuni, il se retrouve sauvé par une jolie et badass kunoichi nommée Shinobu. Oui, la Shinobu qui 20 ans plus tard deviendra celle qu'elle est aujourd'hui. À croire que la seule femme qui ne vieillit pas mal dans One Piece reste et restera Shaki. J'ai toujours eu du mal à imaginer comment elle a pu autant perdre en taille, mais après tout, Oda nous a fait la même avec Yogoro Fleury. Décidément, il fait pas bon de vieillir sur Wano Kuni. Malgré tout, elle suivra Oden et Furo dans leur bataille acharnée. Queen attaquera Kanjuro et Denjiro avec une capacité semblant liée à la maladie, tandis que King s'occupera de Raizo en invoquant le feu. Pas de présence de Jack, et c'est normal car ce dernier n'avait que 8 ans à l'époque. Oden lui s'en prendra à Kaido et le moment rêvé arrivera enfin. Après avoir encaissé sa fameuse boule de feu à la puissance destructrice, la contre-attaque d'Oden contre le dragon sera sans merci. Il infligera une blessure au corps indestructible de Kaido. La puissance de l'attaque fera tomber ce dernier. Nous l'avons enfin, cette scène teasée par Iori à l'époque où elle avait promis à Zoro le sabre de son père, le Enma, qui sera le seul à avoir pu blesser l'empereur. Cette cicatrice introduite en même temps que l'empereur au chapitre 795 a donc été occasionnée par Oden Kozuki. Donc cette blessure serait la preuve de la supériorité d'Oden face à l'empereur. Après tout, si on résume les faits, nous savons que c'est le Enma qui a permis une telle prouesse, Katana exploitant à sa plus grande limite le haki de l'armement de son utilisateur. Le haki étant l'indicateur parfait de la puissance et la volonté d'une personne, si Oden a réussi à percer la défense censée être indestructible de Kaido, dans ce cas-là, son haki et par extension sa puissance sont supérieurs à l'empereur. Parmi tous les êtres que Kaido a pu affronter outre Roger et Barbe Blanche, Oden était le seul actuellement à pouvoir le vaincre. Ça aurait été le cas si un plan d'une sournoiserie extrême n'avait pas été mis en place. Oden s'apprêtait à donner le coup de grâce à Kaido quand la vieille Igarashi et son Mane Mane no Mi l'a simplement leurré en prenant l'apparence de Momonosuke. Il se voit donc distrait par la détresse de son fils qui n'est finalement pas réellement lui. Ce qui sous-entend aussi que cette vieille femme a pu s'approcher de Momonosuke et toucher son visage afin de l'utiliser avec son fruit du démon. Kaido profitera du moment d'inattention d'Oden pour lui porter un coup sur le crâne avec son kanabo, le faisant tomber dans l'inconscience. Bref, je dois avouer que j'ai été étonné d'un tel déroulement du combat et déçu qu'on ait que ça à se mettre sous la dent. Kaido ne bat pas Oden à la loyale. Oda veut peut-être nous faire comprendre qu'il était absolument pas à la hauteur du samouraï et son action peut être justifiée, mais que Kaido ait besoin d'un plan si fourbe pour le vaincre, j'en ai été déçu comme jamais. Je sais que Kaido est un pirate. Pas un pirate comme les Mugiwara, un pirate qui use de sa force pour régner sur les autres, mais j'aurais vraiment pas cru qu'il puisse avoir recours à un tel stratagème pour l'emporter. Il me semblait que sa force lui suffisait. En étant trop habitué aux pratiques justes des Mugiwara, finalement on se retrouve choqué des actions des véritables pirates. Je pensais que Kaido avait juste un peu plus d'honneur que ça, ou du moins une certaine fierté qui ne le ferait pas réagir de cette manière. On sait désormais qu'il n'est pas si invincible que ça, et aujourd'hui si la vieille n'a pas usé de ce stratagème, il serait sans doute 6 pieds sous terre et Wano aurait été libéré de toute entrave. La défaite d'Oden sera naturellement accompagnée des autres fourreaux. Ashura Doji se fera poignarder dans le dos, et même si je ne souhaite pas extrapoler, il me semble pas que ce soit King comme la case semble le laisser penser. Tout simplement car le bras transperçant Ashura n'a ni tenue en cuir ni gants comme en possède King. Du coup, je ne sais pas, mais je laisse ça là, peut-être que ça éveillera une bonne théorie chez certains d'entre vous. La suite, on la prévoit aisément. Oden et ses fourreaux se retrouvent enfermés pour conspiration contre le shogun. Shinobu aussi semblait faire partie du lot, mais n'étant pas reconnu officiellement par le camp adverse, je pense qu'Oden l'a volontairement suspecté de tentative d'assassinat pour couper tout lien entre deux. De cette façon, et sachant que les fourreaux seront libérés de la prison, il se peut que ce soit Shinobu qui soit à l'origine de cette aide externe. Sans pouvoir contourner le destin funeste d'Oden, les autres fourreaux, eux, pourraient être sauvés par la Kunoichi. En tout cas, pour l'instant, elle semble être la seule apte à pouvoir mener cette mission.
Quoi qu'il en soit, dans 3 jours seront condamnés les 10 samouraïs à être ébouillantés vivants dans une marmite. Au final, simplement Oden le saura, tout comme l'a été Ishikawa Goemon, ébouillanté vivant pour le crime de s'être rebellé contre son empereur. Et c'est sans doute de cette façon que va se clôturer le prochain chapitre. Nous allons donc enfin vivre la mort de ce personnage qui nous aura fait voyager jusqu'au bout des mers avec Barbe Blanche et Roger. Pas de chapitre la semaine prochaine, nous avons donc un temps supplémentaire pour préparer nos larmes et nos mouchoirs. Je ne vais pas dire que ce chapitre était incroyable en termes de scénario et qu'il s'agit de mon préféré, mais il a le mérite de mettre des images sur des moments légendaires de la vie d'Oden et de Kaido. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Peace.